Bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le lundi 9 avril 2018. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Alors je vais commencer par saluer la salle de trading. Bien le bonjour à vous Ramsey, j'espère que vous avez bien Lagdar, que j'ai également François, Raymond, Loïc, Eliane. Voilà, bien le bonjour à vous tous. Huawei, Cadienne, j'espère que vous avez... Alors, pardon, excusez-moi, j'ai pris dans mauvais sens votre question. Alors bonjour oui, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi je vais très bien, j'espère que vous allez très bien aussi. Un mot sur le CAD-Yen. Très bien, on va venir sur le CAD-Yen. CAD-Yen c'est bullish, hein. D'ailleurs, le yen se vend très bien. Se vend très bien ce matin, donc voilà, ça peut être une excellente devise à shorter en intraday. Mais bon, on va y revenir un petit peu plus en détail. Bonjour à vous Catherine, un petit mot sur le S&P et CAD-Yen. Eh bien, écoutez, on va commencer par Canen, étant donné qu'il y a pas mal de questions, enfin il y a pas mal, il y en a déjà deux, donc bon, on va commencer là-dessus. Avant toute chose, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement gaz sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, au niveau de la résumé de la science asiatique ce matin, nous avons le yen, le gold qui sont en baisse, le Nikkei et le Hang Seng qui sont en hausse. Donc, on a clairement ce matin plutôt de l'appétit pour le risque. Voilà. Au niveau du calendrier économique, vous voyez qu'aujourd'hui ça va être assez creux. Donc, on a la balance commerciale allemande qui est sortie à 18,4 milliards d'euros contre 17,4 le mois précédent, mais c'est moins que le même mois de l'année précédente, qui était à 23,4 il me semble. Donc voilà, ce qui peut-être expliqué par la hausse de l'euro en un an. On n'a pas évidemment il y a pas d'explication, comment dire, donnée, mais enfin à mon avis il y a un tas d'explications, mais la hausse de l'euro en tout cas n'a probablement pas contribué à agrandir cette balance commerciale. Néanmoins, elle reste de loin positive. Elle reste de loin très positive. Voilà. Nous aurons les mises en chantier au Canada qui seront publiées à 14h15 et on a eu le taux de chômage. Le taux de chômage en Suisse qui est resté inchangé, vous voyez, CVS à 2,9%. Et la balance commerciale japonaise, excusez-moi, je prends du mauvais sens, décidément ce matin, donc balance commerciale japonaise qui, comment dire, est ressortie inférieure au consensus, tout simplement parce qu'on a eu une hausse du yen au mois de février, assez importante quand même. Donc ce qui a contribué négativement enfin ce qui a ralenti en tout cas l'expansion de la balance commerciale. Voilà, donc on va commencer au CAD yen. Je voulais commencer avec le GBP yen, mais c'est pas grave. Donc CAD yen. Alors CAD yen, on a une petite baisse sous la moyenne mobile à 100 jours, à 50 jours, pardon. Est-ce que c'est quelque chose de, comment dire, de menaçant? Alors pour le moment non. D'autant plus que le RSI il est majoritairement, vous voyez, qu'il est bullish. Il est bien orienté à la hausse. On est quand même à un prix assez élevé par rapport aux précédentes semaines. Donc non, honnêtement, il y a pas, pour moi, c'est pas très inquiétant. Regardez les index, le CAD qui est inchangé ce matin, qui a encore, selon moi, une marge de progression, vous voyez, au moins jusqu'à 50%. En tout cas, tant que le RSI ne montre pas des signes de faiblesse, le CAD peut être maintenu à l'achat. Voilà, donc CAD yen. Et face au CAD, nous avons le yen. Le yen, lui, qui est quand même assez bien orienté à la baisse. Bon, il a rebondi vendredi sur les 38,2, retracement de cette tendance. Mais je pense qu'il peut encore baisser jusqu'à 50%. Donc c'est à surveiller. Mais en tout cas, tant que le yen évolue sous sa moyenne mobile à 20 jours et le RSI sous sa moyenne mobile également à 20 jours, personnellement, je reste baissier sur le yen. Et c'est une paire assez intéressante à shorter ce matin en vue de l'appétit pour risque. Donc voilà, CAD yen, on a eu un petit ralentissement vendredi, dû en grande partie à cause du rebond du yen. Vous voyez pourquoi le yen a rebondi vendredi, je vous rappelle, parce que la Chine avait fait une liste des produits américains qui seraient taxés. Donc voilà, ce que le marché n'anticipait pas encore totalement. C'est pour ça qu'on a eu un rebond du yen. Euh, mais voilà, rien de très sérieux, je pense, pour le moment. Donc CAD yen, toujours autour à 85. C'est l'objectif swing trading.
Le GBP Yen, alors j'étais en train de le regarder avant le webinaire. Bon, on l'avait exploité le GBP Yen, il me semble. On l'avait coupé assez tôt, autour des 149, me semble-t-il. Je me souviens plus exactement. Bon, on avait encore une marge de progression. C'est dommage. Pour ceux qui y sont encore, je pense que la prochaine grosse résistance, c'est à 152. Vous voyez que 152, c'est 61% de retracement de cette tendance. C'est également 23% de retracement de cette tendance. Et c'est un prix de clôture mensuel. Vous voyez, et c'était le plus haut du 22 septembre. Donc, voilà, 152, ça va être une forte zone de résistance. Donc voilà, pour ceux qui sont toujours sur le GBP Yen, je pense que ça peut se payer jusqu'à ce niveau de prix. Maintenant, une alternative au Yen, ça peut être le dollar ou l'euro. Regardez le dollar, regardez l'euro. Alors on n'a pas encore les signaux d'un point de vue technique. Regardez l'euro qui baisse et le dollar qui est dans un biseau ascendant. Biseau ascendant, vous savez que la cassure se fait par le bas. Donc voilà, le RSI est à 53, 51 pardon. Donc c'est vraiment neutre le dollar. C'est vraiment neutre. Donc ça pourrait être la prochaine devise à shorter après le yen. Et le NZD rebondit ce matin, pardon. Donc le NZD CAD, il rebondit, alors que nous sommes à l'avant depuis vendredi. Mais personnellement, ça ne m'inquiète pas plus que cela. Au vu de l'analyse du NZD index, tant qu'il reste dans son range, pas vraiment d'inquiétude à avoir. Et le CAD, voilà. Pour moi, il y a encore une marge de progression. Le NZD CAD, il y a des chances de revenir autour des 0,91. Malgré ce petit rebond ce matin. Donc le CAD yen, est-ce que c'est bien à acheter? Alors, au prix actuel, ça me semble compliqué d'avoir un ratio risque-rendement positif. Vous voyez, ratio risque-rendement positif, donc un stop, vous voyez, à 82, ça fait quand même 195 pips de risque pour 128 pips de gain. C'est un ratio risque-rendement négatif, ça ne nous intéresse pas. Donc il faudrait au moins moins de 122 pips pardon de risque. Et personnellement, j'ai du mal à placer un stop. Enfin, vers 82, 80, ça me semble un petit peu compliqué. Voilà. Par contre, là où j'aimerais attirer votre attention ce matin, c'est le franc suisse. Regardez le franc suisse qui commence de plus en plus à diverger à la hausse. C'est quand même depuis le 8 mars, ça fait un mois que le RSI diverge avec le prix. Il est pas loin de casser sa moyenne mobile à 20 jours sur le prix et il l'a fait sur la moyenne mobile à 20 jours. Donc c'est assez quand même important. C'est important. Donc si on a demain le franc suisse index qui dépasse la moyenne mobile à 20 jours, ce sera une devise à acheter. Ce sera une devise à acheter. Voilà, face par exemple au NZD, face au yen. Donc NZD-CHF pourrait être une bonne devise à vendre lors des prochaines séances. Donc à surveiller. Mais regardez en plus, on a un beau canal baissier. Certes, le cours rebondit ce matin parce qu'on a le NZD qui est la devise la plus forte ce matin, mais voilà, le franc suisse pourrait très bien être la prochaine devise à acheter pour du swing trading. Ce qui est plutôt normal, même si j'ai un avis baissier sur du moyen long terme, vous savez que de toute façon, toute tendance se fait corriger, et les excès encore plus. Donc c'est normal qu'on a des phases de respiration. Les tendances, voilà, c'est des phases, des impulsions, des corrections, et une nouvelle impulsion qui marque des nouveaux plus bas ou des nouveaux plus hauts, ça dépend du sens de la tendance. Voilà. Donc je ne serais pas surpris si dès qu'on aura la cassure, la moyenne mobile à 20 jours, on ait un retour du franc suisse, vous voyez, pendant quelques semaines une hausse, ce qui se concrétiserait par une baisse du NZD-CHF et l'objectif serait dans un premier temps un retour à 0,68. Le NZD-USD pourrait être également une très bonne paire. Alors je ne sais pas où est passé mon NZD-USD. Alors pour ceux qui n'utilisent pas Pro Real Time, pour ajouter dans la liste, alors il est là le NZD-USD, pardon. Donc NZD-USD. Bon, on n'a pas grand chose d'un point de vue chartiste. Nous n'avons pas grand chose. Bon rebond sur mon immobilier à 200 jours. En tout cas, vous voyez qu'elle a bien été travaillée et qu'elle a fait un bon rôle de support. Donc à la rigueur, s'il y a un retour à ce niveau de prix, ça pourrait être une opportunité d'achat.
Voilà. Et sinon, je vois pas ce qu'on pourrait ajouter actuellement. Mais par contre, voilà, le NZD-USD, au vu des index, si par exemple le dollar casse son biseau, on va avoir mécaniquement une hausse du dollar néo-zélandais. Et de tous les autres paires majeures de toute façon. Et le franc suisse sera une excellente paire à shorter. Vous voyez que la moyenne immobilière de 100 jours, là c'est limite. Ouais, des moyennes immobilières de 100 jours, avalement baissier. Voilà, c'est déjà des signaux baissiers assez intéressants. Mais bon, c'est pas suffisant selon moi. Faudra attendre, je pense, la clôture en dessous de la moyenne immobilière à 20 jours et que le RSI nous donne un petit peu plus de signaux. Voilà. Mais là déjà, avalement baissier sous la moyenne immobilière de 100 jours, ça peut être un argument pour déjà shorter le SDCHF. Mais c'est risqué parce que voilà, on est quand même assez tôt, peut sans doute dans la correction. Vous voyez que ça serait quasiment le point haut de la correction. Donc, enfin le tout début de la correction. Donc c'est difficile d'anticiper vraiment le point de départ. C'est pour ça que je préfère attendre un petit peu. Ça se trouve, on va avoir des nouveaux sommets. Mais donc voilà, l'USDCHF pourrait être une excellente paire à shorter ces prochaines semaines, tout comme le NZD Yen ou le NZD CHF. Voilà, donc en clair, le franc suisse, gardons un œil là-dessus. Moi, je vais garder de toute façon personnellement un œil sur le franc suisse index. Et si on a la clôture, honnêtement, voilà, ce sera un très bon signal achat sur le franc suisse. Je regarde les autres index. L'AUD, vous voyez que on a également un pseudo biseau. Voilà, il est assez long, donc difficile de l'exploiter. Mais voilà, j'ai réussi ce matin finalement à tracer cette oblique. Donc on a un support, vous voyez, sur lequel le cours a parfaitement rebondi en fait. Donc le NZD, comme vous l'aurez compris, c'est une consolidation avec des petites phases de surperformance et de sous-performance. Le yen, poursuite du repli. Le GBP, bon, il rebondit, mais personnellement, ça me semble compliqué à payer la livre sterling près de ses sommets. Et près de ses sommets, quand même, c'est assez risqué. Donc, je préfère attendre une correction plus ample, beaucoup plus basse, voilà, beaucoup plus accentuée, avant de payer à nouveau la livre. Donc, concrètement, euh, voilà, GBP yen, j'ai envie de dire, ça me semble compliqué d'attendre un retournement parce que le yen est baissier dans tous les cas, soutient la livre sterling à court terme, je dis bien. Donc voilà, ça me semble compliqué d'attendre un retour par exemple à 149, 148 pour payer le JBP yen. Mais par exemple le GBP USD, bon on a un beau contre-attaque. Ça s'appelle une counter-attaque en anglais, hein, la figure Chatis. Alors personnellement je les ai appris en anglais, donc je dis souvent les configurations chandelier japonais en anglais. Vous m'excuserez, mais c'est comme cela que je les ai appris. Donc, ouais, ça c'est une counter-attaque. Vous voyez, on a le chandelier suivant qui a totalement corrigé et qui a clôturé au prix d'ouverture de la veille. Donc voilà, on a un signe de rebond en plus sur la moyenne à 50 jours et sur un seuil psychologique. Maintenant, encore une fois, j'attendrai encore quelques séances avant de payer la livre, étant donné que elle se situe près de ses sommets. Donc voilà, même si elle rebondit ce matin et depuis vendredi, ça me semble compliqué de la payer. Et voilà, et donc le CAD, encore une fois, marge de progression encore exploitable. Donc on fait un tour sur l'euro-dollar. Concrètement, l'euro-dollar n'est pas très intéressant comme on peut le constater depuis le début de l'année. Vous voyez que depuis le début de l'année, l'euro-dollar est en range entre 1,22 et 1,25. Donc là, concrètement, c'est un niveau qui peut se payer. Voilà. C'est un niveau qui peut se payer. Tant qu'on ne casse pas les 1,22, moi je reste, comment dire, haussier. Enfin, je reste neutre d'un point de vue assez large entre 1,22 et 1,25. Donc si on est à la borne basse, j'aurais plutôt un sentiment haussier. Si on est à la borne haute, j'aurais plutôt un sentiment baissier. Tant qu'on n'a pas de signaux clairs sur l'euro index ou le dollar index. Si, encore une fois, demain, on a la cassure du biseau, dans ce cas-là, l'euro-dollar, j'aurais un sentiment haussier plus que jusqu'à 1,25, mais je dirais même jusqu'à 1,27. Et à l'inverse, si on a l'euro qui, par exemple, chute demain, l'euro, on pourra le shorter jusqu'à 1,20. Donc je vais tracer cette zone de range, mais vous l'aurez compris, je suis neutre, enfin neutre,
plutôt stratégie de range. Voilà, c'est pas neutre, mais c'est une stratégie de range entre 1,22 et 1,25. Voilà. Voilà. Donc vous voyez que le cours quand même respecte assez bien son range. Voilà, donc range trading entre 1,22 et 1,25, je le répète. Mon opinion sur l'or, alors je vais y venir dans un petit instant. Je vais continuer donc GBP USD, on est sur un très bon niveau de support. Maintenant en termes de timing, voilà, on est sur un bon niveau de prix, mais au niveau de timing, ça m'a pas l'air bon. Je pense que la respiration sur le livre sterling peut continuer, donc je ne serais pas surpris si la livre sterling consolide. Maintenant encore une fois en termes de niveau de prix, c'est intéressant, étant donné qu'on est sur un support quand même assez important. Maintenant, je pense que c'est possible d'attendre un retour, vous voyez, à 1,39-27 en intraday pour le payer sur du swing. Le NZD-USD, donc on l'a dit. L'USD CAD, donc je pense qu'il pourrait revenir à sa ligne de coup de comment dire, l'épaule tête épaule. Donc il pourrait revenir vers les 1,28, donc une quinzaine de pips à peu près en intraday, avant de repartir à la baisse. L'USD-CHF, voilà, vraiment garder un œil sur cette paire qui pourrait être la paire majeure la plus intéressante au mois d'avril, tout simplement à la vente. Donc j'attire vraiment votre attention pour garder un œil sur l'USD CHF et l'USD Yen. Bon, on a cette divergence qui invite, qui suggère plutôt un rebond assez important, étant donné que voilà, on a le franchissement de 50, on a le franchissement de cette oblique baissière. Donc voilà, moi je pense que l'USD Yen a assez de marge pour venir chercher les 108. Mais encore une fois, déjà pour la paire en dollars la plus intéressante, selon moi, qui va arriver, c'est l'USD CHF. Et pour une paire en yen, ben on va avoir probablement le CHF yen. Regardons un petit peu. CHF yen, ouais, qui commence un petit peu à décoller. Pareil, il y a une divergence haussière. D'ailleurs, si on regarde les paires en francs suisses, on a des divergences de plus en plus en faveur d'une hausse, bien évidemment. Donc CHF yen, vous voyez qu'une correction de cette tendance, donc vers les 130, 113, 72 peut être possible. Voilà, ça peut être possible, mais maintenant encore une fois, c'est pas suffisant. Enfin, on n'a pas les signaux suffisants pour entrer à l'achat. L'euro CHF, pareil, divergence baissière. Regardez, on a un RSI qui est à plat, un momentum neutre, alors que le prix monte. Regardons le CHF CAD. Alors CHF CAD, ça peut être intéressant. Enfin, CHF CAD, attendez. Je ne savais pas du tout qu'on avait cet indice. Bon, CHF CAD. Enfin, 4 CHF, pardon. Donc 4 CHF, voilà, il a déjà bien corrigé le 4 CHF. Et il pourrait très bien revenir à la baisse. Donc 4 CHF, je pense que le point haut a été fait, ou en tout cas on n'est pas loin d'avoir fait le point haut. Donc on en avait parlé il y a une semaine ou deux à l'achat, je me souviens. Je pense que voilà, faut prendre des bénéfices. Le point haut a probablement, où on n'est pas loin, il est pas loin d'être fait à mon avis. Et donc 4 CHF pourrait très bien revenir vers 0,7387 d'ici la fin du mois, voire même un petit peu plus bas. On peut regarder donc AUD-CHF aussi. Hein. AUD-CHF, ça peut shorter, hein, ça pourrait être une excellente. De toute façon, comme vous l'aurez compris, le CHF, ça va probablement être la devise la plus forte sous mois-ci, ou en tout cas l'une des plus fortes. AUD-CHF. Ah, tac tac. Bon, pas grand-chose sur AUD-CHF. Hein. Bon, en tout cas, on a un bon rebond sur cette oblique. Hein. Honnêtement, elle est assez propre, donc on va la mettre en bleu pour vraiment voilà, la valider. Ah.
oblique validé. J'ai l'impression que c'est même un triangle ascendant. Regardez, on a la ligne de coup qui est, enfin la résistance où je suis là, vous voyez, avec ces deux points de contact, et on a cette trendline haussière. La UDCHF, bon, maintenant si on spécule sur une hausse, sur une super-performance du franc suisse, l'AUD va rester assez collé, va rester assez proche de cette oblique, hein, voire même la casser si l'AUD est trop faible. Voilà, donc sur le FX ce matin, NZD-CAD, personnellement, je reste baissier. C'était la stratégie de vendredi. Je reste baissier jusqu'à 0,91 à peu près. Maintenant, vraiment ce que j'observe, ce que je préfère garder un œil, c'est le franc suisse. Je le refais voir pour ceux qui viennent nous rejoindre. Franc suisse, c'est le seul indice pour le moment en termes de timing qui passait en survendu, qui rebondit, qui forme une divergence haussière depuis, qui a dépassé déjà sa moyenne mobile à 20 jours sur le RSI et, comment dire, qui est sur le point, ou en tout cas qui est proche de cette moyenne mobile à 20 jours. Voilà, et sur le point de dépasser cette moyenne mobile. Et donc le retracement qui est anticipable, c'est, vous voyez, un retour au moins une caution de 38 voire 50% de retracement de cette tendance. Donc c'est pas tradable cet indice, mais ça donne un ordre d'idée pour notre objectif. C'est-à-dire que si demain, par exemple, le dollar est en baisse, donc ce qu'on fait, c'est qu'on vend l'USD-CHF, que le SCHF touche un support important, mais que le franc suisse index n'est qu'à ce niveau-là, on a encore une marge de progression importante. Donc, on peut encore maintenir les positions short. Voilà. Maintenant, si le SCHF est sur un niveau de support important, le franc suisse le franc suisse index est sous cette résistance, là, il faudra commencer à se poser des questions. Voilà. Voilà donc pour le FX. J'ai des questions sur les indices, notamment à Wall Street. Donc on va commencer par Wall Street. S&P, Dow Jones. Alors, S&P Dow Jones, encore une fois, moi, immobilier de 100 jours me semble intéressante, tant qu'elle n'est pas dépassée vraiment pendant plusieurs séances. Vous voyez que c'est pas une séance qui va de faire la donne, mais voilà, donc tant qu'elle est maintenue, un retour sur la moyenne immobilière de 100 jours, que ce soit sur le S&P, le Dow ou le Nasdaq, me semble être un niveau de prix intéressant pour passer long. C'est quand même une décote de près de 10%, hein. Vous voyez, depuis les plus hauts. Donc voilà, maintenant, si vous avez observé pourquoi il y a cette baisse, bon, à mon avis, vous le savez, hein, c'est à cause des guerres commerciales. Alors, au début, flash crash, c'était à cause des inquiétudes sur une accélération de l'inflation qui semble s'être clairement diminuée, étant donné que, eh bien, on regarde l'inflation, elle a du mal à progresser. La Fed de Jérôme Powell, n'envisage plus, ou en tout cas ne prononce plus officiellement le scénario de 4 hausses des taux, même si elle laisse la porte ouverte à une hausse des taux supplémentaire par rapport à ce qui est prévu. Donc ça, c'était au mois de février, et depuis le mois de mars, c'est vraiment la guerre commerciale qui inquiète les investisseurs, mais on voit que ça part un petit peu, vraiment dans l'abstrait, ou en tout cas c'est trop surenchéri, ce qui fait perdre en crédibilité ce scénario-là. Je vous rappelle un petit peu, on a eu 3 phases, hein. Tout d'abord, Donald Trump qui taxe à hauteur de 50 milliards. Alors, outre les taxes sur l'acier, hein, les taxes sur l'acier qui sont mises en place, mais toutes les taxes qui ont été annoncées pour la Chine ne sont pas mises en place, hein. D'accord, c'est que pour un moment des paroles. Donc, après ces taxes sur l'acier, les États-Unis ont mis une taxe sur 50 milliards, sur l'équivalent de 50 milliards d'importation de produits chinois. D'accord? La Chine a riposté en disant qu'elle allait taxer 25% sur 50 milliards de dollars de produits américains. Vendredi, les États-Unis ripostent et annoncent qu'elle va taxer 100 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires. Mais finalement, pour le moment, il n'y a aucune de ces mesures qui ont été mises en place. Et d'ailleurs, il faudra attendre à peu près 60 jours pour qu'elles soient mises en place. Donc on a clairement une fenêtre de négociation assez importante qui, à mon avis, ou en tout cas c'est la pure spéculation, mais il y a clairement des chances pour qu'un accord commercial soit trouvé entre la Chine et les États-Unis et qu'en fin de compte, il n'y ait pas de guerre commerciale.
Voilà. Donc le marché, ce qui est en train de se dire, en tout cas ce que les analystes pensent, pas moi, hein, mais vraiment les analystes de banque, etc., que nous recevons, nous avons la chance de discuter, c'est vraiment que ce scénario perd en crédibilité. La guerre commerciale perd en crédibilité et que finalement il pourrait avoir un accord de trouver. C'est pour ça que bon, on est encore vraiment en plein dedans et je n'exclus pas le risque qu'il y ait une guerre commerciale, mais au vu de cette perte de crédibilité, c'est pour ça que je pense que cette moyenne immobilière de 100 jours peut être payée, même si c'est inquiétant que le cours soit autant sous pression. Donc voilà, S&P, Dow Jones, la moyenne immobilière de 100 jours se paye. Et donc en intraday et en semaine, Olive pour le Dow Jones, l'hebdomadaire, donc vous voyez qu'on a une petite zone de résistance ici. Ça peut être ça va être une première résistance. Alors je vais mettre en violet pour l'intraday, voilà. Donc là on a une première résistance. Vous voyez que c'était plus bas du flash crash à peu près. Donc c'est ce niveau-là, 2635. Ça peut être une prise de bénéfice en intraday et ça peut être également une prise de bénéfice pour la semaine. La deuxième prise de bénéfice, ça va être les 2668 points. Vous voyez que ça fait office de résistance à deux reprises. Voilà, donc on a deux seuils, 2637, 2668, prise de bénéfice et achat sur un moyen mobile à 200 jours. Alors Olive, alors qui nous dit, alors lorsque l'on parle Lorsque l'on part en vente ou achat, pouvez-vous réexpliquer rapidement comment tracer le stop avec l'histoire du double de la distance de je ne sais plus exactement quoi. Alors, c'est le ratio risque rendement. C'est le ratio risque rendement. Ratio risque rendement. Donc l'idée, c'est que vous devez risquer au maximum ce que vous êtes prêt à gagner. Voilà. Ou l'inverse plutôt, c'est vous devez potentiellement gagner au, au minimum ce que vous êtes prêt à perdre. Parce qu'en soi, mathématiquement, bon, ça se discute, mais vous avez pas une chance sur deux, un petit peu plus, mais imaginez que vous avez une chance sur deux et que vous avez plus de chances. Enfin, si vous perdez 1 euro et si vous gagnez 50 centimes. Vous êtes d'accord que vous n'allez pas y jouer, d'accord? Vous n'allez pas faire lancer de pièce. Vous n'allez pas lancer cette pièce parce que statistiquement, vous perdrez à la longue. Donc voilà. Ah, c'est pas exactement ma question. Désolé, je sais que l'on trace une droite. Ah, alors, euh, comment tracer le stop? Stop. Alors, tracer un stop. Je vois pas ce que vous voulez dire. Comment tracer un stop? Alors moi, j'utilise la règle juste pour calculer cette règle-là. Je sais pas si c'est ça dont vous voulez parler. Vous voyez, on cliquez sur le point d'entrée, ensuite vous pouvez mesurer une distance. Ah, d'accord, c'est ça. Donc c'est cette petite règle sur Pro Real Time. Voilà. Voilà. Bon, on passe sur le dos. Donc le dos. Donc pareil, le niveau de support, la moyenne mobile à 200 jours à actuellement 23 680, donc 23 000, 24 000 points, ça se paye. La moyenne mobile à 20 jours comme prise de bénéfice et ensuite les 24 698 pour du court terme. Je passe aux indices européens. Les indices européens qui sortent de leur canal baissier, regardez, de leur canot baissier, excusez-moi. Donc Eurostoxx, DAX, CAC, donc ils sont tous les trois sortir de leur canaux baissier. De toute façon, si le CAC et le DAX sortent des canaux baissiers, l'Eurostoxx va sortir également. Étant donné que, je vous rappelle, CAC plus DAX, c'est environ 60 à 70% de la capitalisation boursière de l'Eurostoxx. Alors, il n'y a pas toutes les valeurs du CAC et du DAX qui sont dedans, mais pour ceux qui sont cotés dans l'Eurostoxx 50 et qui sont donc également cotés dans le CAC et le DAX, eh bien, représente 60 à 70% de l'Eurostoxx 50. Ce qui est quand même assez important. Donc si on a des breakouts sur le CAC et le DAX, on aura un breakout sur l'Eurostoxx 50. Alors, François qui nous dit sur PRT, la règle est dans l'onglet objet. Objet,
règle, mode règle, voilà. Allez ici, il y a un bouton également. Rien de plus simple pour afficher le bouton. Vous êtes dans options, options de plateforme, euh, option de l'espace de travail, fenêtre principale, et là, vous sélectionnez le mode règle. Voilà, donc, par contre, l'Eurostoxx, vous voyez, le CAC qui teste les 5300 points ce matin, enfin, qui est pas loin en tout cas. Donc voilà, prise de bénéfice à 5300, c'est peu probable qu'on ait, ou en tout cas, on a peut-être un excellent intraday. Donc la prochaine résistance, vous voyez qu'elle est, c'est à moyenne mobile à 100 jours, elle est à 5324 points. 5324 points. Donc, comment dire, ça sera la prochaine résistance après 5300. Voilà, maintenant, je ne vois pas pourquoi, d'un point de vue fondamental, on aurait le breakout des 5300. Donc, prudence. Ne soyons pas trop optimistes non plus. Pas parce que le RSI dépasse 50 et qu'on a un gros chandelier haussier ce matin qu'il faut anticiper tout de suite des stratégies acheteuses jusqu'à 5005. Voilà. Prudence, ne tombons pas dans l'euphorie. Cette zone-là est quand même une zone, un gap très important. Donc, faudrait qu'on le dépasse. Et encore, vous voyez que quand on l'avait dépassé fin février, euh, ça n'avait pas empêché une reprise de la baisse. Donc voilà, prudence. Prudence, en tout cas pour le CAC, encore une fois, prise de bénéfice à 5003, 5324, et ensuite, ça sera cette zone-là. Comment dire, on va le mettre en violet. Vous voyez, ce plus haut prix de clôture journalier, donc à 5372. Donc voilà, vous voyez, 3 seuils de résistance à court terme. Le DAX, lui, il a, vous voyez, une marge de progression un petit peu plus importante par rapport au CAC. Le CAC, lui, qui teste, c'est 5003. 5003, nul besoin de vous rappeler, c'est un niveau c'est un pivot extrêmement important. C'était un support, une résistance, pardon, redevenu support, redevenu résistance depuis maintenant un an. Voilà, c'est un niveau qu'on retrouve régulièrement. Donc voilà, alors que le DAX, son pivot équivalent, j'ai envie de dire, ça va être les 12005. Donc le DAX, pour moi, il est plus intéressant ce matin en direction des 12500 points, sans doute pas en intraday. Vous voyez, parce que déjà en intraday, on a une belle hausse. On a une hausse de plus de 1%. Mais pour cette semaine, ça me semble possible. Voilà. D'ailleurs, ça me semble risqué d'acheter le DAX à ce prix-là. Vous voyez qu'il teste la moyenne mobile à 50 jours avec une performance de 1 plus 1,31%. Voilà, ça me semble un petit peu compliqué de l'acheter à ce niveau de prix. Donc si on a un pullback vers les 12 150, 12 150, 12 200, voire même 12 250, ça serait une zone de prix intéressante. Et pour l'Eurostoxx, bien l'Eurostoxx, son pivot, l'équivalent des 3300 sur le CAC, des 12 100 sur des 12 500 sur le DAX, sur l'Eurostoxx, l'équivalent, c'est les 3500 points. Pardon, j'ai dit 3300 sur le CAC, 5300 sur le CAC. Donc pour l'Eurostoxx, son équivalent, c'est 3500 points. Donc là, on a encore une marge de progression encore plus importante. Voilà. Bon, déjà, la première zone de résistance sera les 5384, 5380, vous voyez. C'était le plus haut février. Voilà. D'ailleurs, ce matin, on est en train de tester le plus haut du mois de mars. Vous voyez. Donc, on aura probablement déjà une prise de bénéfice aujourd'hui au prix actuel. Donc, plus 1,25%, je pense qu'on a fait à peu près le maximum du potentiel aujourd'hui. Étant donné que là, on a quand même le CAC sous résistance, 5300, l'Eurostoxx sous résistance, c'est plus haut du mois de mars, et le DAX qui fait déjà plus 1,30%. Ça me semble assez ambitieux d'anticiper une hausse plus importante que ce qu'on a depuis ce matin. Trop tard pour acheter le CAC? Oui, je pense. En tout cas en intraday, je dis bien en intraday. Maintenant, je pense que c'est possible d'attendre un petit repli, surtout qu'on n'est pas à la fin de la guerre de cette tension commerciale. Donc voilà, à part si ce soir Donald Trump nous dit que voilà, il n'y a plus de qu'il abandonne les barrières commerciales, ce qui est peu probable. Donc voilà, il y aura d'autres épisodes dessus. Le marché va bien évidemment réagir, s'adapter aux conséquences, enfin aux prévisions, pardon, et donc vont anticiper, donc il y aura probablement un repli. Donc voilà, c'est les premiers supports qu'il faut surveiller. On passe aux matières premières avec l'or.
Alors l'or, on va enlever ces lignes bleues. L'or qui rebondit. Vous voyez qu'on a une belle baisse. Finalement, on a une clôture journalière haussière vendredi. Néanmoins, regardez le RSI. Le RSI est à plat. Qui a vraiment, à mon sens, pas grand chose à faire sur l'or en ce moment. Tout comme le DXY. Regardez le DXY. Il se maintient sur les 90, donc on fait quoi? Est-ce qu'on le short? Techniquement, ça me semble beaucoup plus intéressant de le shorter. Maintenant, on a toujours cette oblique haussière sur le momentum. Et c'est vraiment cette oblique-là qui m'intéresse pour shorter le DXY. Et également le biseau sur notre dollar index fait maison, pas le DXY. Voilà, donc DXY, pour moi, ça me semble compliqué de le toucher. Donc l'or, pareil. En plus de cela, techniquement, si on l'isole, il est au milieu de son range. Et son range, tout comme l'euro dollar, à 1310, 1350. Et là, on est à 1330. Donc c'est pile poil au milieu. Donc au milieu d'un range, il n'y a pas grand chose à faire. Mais finalement, à quel moment trader l'Eurostoxx plutôt que CAC et DAX, puisqu'ils sont les quasi patrons? Eh bien, en fait, ça dépend, Olive. Ça dépend un petit peu les configurations. C'est une très très bonne question. Je dirais il y a pas de moment précis. Il y a des moments où le CAC réagit mieux au seuil psychologique. Regardez le CAC, comme analyse technique, est très très clair. Vous voyez qu'elle est très très claire. Alors que le DAX, personnellement, ces derniers mois, je trouve un peu plus brouillon. Mais si vous regardez en replay, par exemple, un de mes webinaires que j'ai fait l'été dernier, ou même en septembre, je préférais le DAX plutôt que le CAC, parce que le DAX était beaucoup plus clair au niveau des seuils psychologiques. Donc, et l'Eurostoxx, c'est un indice qui réagit très très bien également aux seuils psychologiques. Donc voilà. Moi j'aime bien cet Eurostoxx également. Donc à quel moment? Moi je dirais qu'il n'y a pas de moment précis. C'est à vous de voir vraiment sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Il y a des moments où le CAC va mieux réagir à l'analyse technique que l'Eurostoxx. Voilà. Et là en ce moment le CAC pour moi c'est le plus propre. Regardez, le canal ascendant avec deux droites parfaitement parallèles, un pivot à 5300 points. Vous voyez que le pivot vraiment depuis novembre, en fait le CAC a une analyse technique vraiment très intéressante. On a des divergences baissières très claires. Enfin, voilà, le CAC, maintenant, dans 6 mois, je peux ne plus donner de scénario sur le CAC, mais plutôt sur le DAX ou l'Eurostoxx. Où peut-on retrouver mon replay récit? Alors, sur YouTube, Olive, allez, vous allez sur la chaîne YouTube DailyFX. Hop. Voilà. D'ailleurs, félicitations, on a dépassé de loin, j'ai oublié de le dire, mais il y a très longtemps, les plus des 1 million de vues, et on est prêt à 10 000 abonnés. Donc voilà, félicitations à tous ceux qui sont abonnés. Donc formation Forex, l'indicateur RSI, et vous voyez, il est juste ici. Voilà, donc je peux vous l'envoyer. Et d'ailleurs, tous les points de marché que l'on fait tous les matins, à part s'il y a des problèmes techniques, mais tous les webinaires sont disponibles sur YouTube en replay quelques heures après. Ils sont 2-3 heures, ça dépend. Voilà, donc je vous ai envoyé le lien. Brut et Brent, qui sont en baisse depuis la semaine dernière, ils sont décrochés de 5%. Voilà, les cours de pétrole en baisse. Comment dire? Voilà, pas grand chose à préciser sur le Brut et Brent. Encore une fois, je reste assez neutre. Je n'anticipe pas une correction trop importante. Tant qu'on n'a pas des chiffres de la production américaine qui vraiment soient très menaçants. Pour moi, c'est inquiétant. C'est pas menaçant. Voilà. Et je pense que cette production américaine a déjà été intégrée au cours. Voilà. Donc, pour le moment, on n'a pas de catalyseur nouveau qui viendrait donner une nouvelle tendance. Donc, si on a un retour à 65, voire même 62 dollars sur le Brent, sur le brut, si on a un retour à 60 dollars, ça serait des niveaux de prix intéressants pour passer à l'achat. Parce que voilà, je reste neutre et je pense qu'on va rester en consolidation tant qu'on n'a pas de nouveau catalyseur. Voilà, donc Olive qui nous dit je les regarde tous. Soyez tranquille, très bien. Très bien, donc c'est vous qui faites nos vues en fait. Merci beaucoup. Donc au niveau de l'or, donc encore une fois, pas grand chose à faire.
Le cuivre, voilà, honnêtement, c'est pareil, on a une belle tendance haussière, mais bon, de là à pouvoir l'exploiter, pourquoi pas vers ce niveau de prix, vous voyez. Maintenant, tant qu'on a ces tensions commerciales, ça remet en cause toutes les matières premières. Enfin, ça remet en question l'évaluation des matières premières. Parce que forcément, si on a moins d'échanges commerciaux, on a moins de production. Moins de production, c'est moins de demande. Moins de demande de matériaux. Donc ça passe par l'or, ça passe également par l'argent, ça passe également par les matières premières de l'énergie, parce que pour fabriquer on a besoin d'énergie, donc si on fabrique moins on a besoin de moins d'énergie, il y a moins de consommation, donc baisse du brut, baisse du Brent, baisse du gaz. Voilà. Il y a un tas de facteurs, de toute façon, en fait, faut savoir que les matières premières sont globalement corrélées, ou en tout cas tend vers le PIB mondial, vers la croissance mondiale. Donc si on a une croissance mondiale qui est revue à la hausse, on aura un marché qui va payer des matières premières pour l'estimer à sa juste valeur, ou en tout cas, oui, l'estimer à sa juste valeur. Alors que si on a un PIB mondial, une croissance mondiale revue à la baisse, on aura des matières premières qui seront donc mécaniquement surévaluées et donc qui vont être vendues. Voilà. Et en théorie, dans l'économie, je vous rappelle que les échanges internationaux, le commerce international booste la croissance mondiale. Voilà. Et que le protectionnisme n'est pas, comment dire, n'est pas synonyme de croissance mondiale, d'accélération de la croissance mondiale, pardon. Alors ça ne veut pas dire non plus ça ne veut pas dire une crise, hein, mais en tout cas ça ne permet pas de booster la croissance, voilà. Et donc voilà, écoutez, ça sera tout pour ce point de marché. À 16h aujourd'hui, j'ai oublié de le préciser. Donc oui, il y aura le retour de Yoav avec ses webinaires et avec sa stratégie de la semaine. Mais à 16h ou 16h30, alors regardons ça de plus près. Il y aura les prévisions du FMI, les nouvelles prévisions du FMI qui sont attendues. 16h, voilà, 16h heure française. Nouvelle prévision du FMI. Donc s'il n'y a pas d'article qui est publié aujourd'hui à propos de ce sujet-là, de toute façon nous en parlerons demain matin dans mon prochain point de marché. Sinon il y aura je ferai également un point de marché comme d'habitude à 13h aujourd'hui sur uniquement les crypto-monnaies. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par les crypto-monnaies, n'hésitez pas à me rejoindre aujourd'hui à 13h. Et voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. FMI, forte volatilité, non. Pas de forte volatilité, mais réaction directe sur les cours de pétrole, les matières premières, et voilà, tout simplement. Mais oui, il y aura un petit peu de volatilité. Maintenant, ça va pas être un NFP. Hein. Voilà. Et Dow. Alors le Dow, bah, on l'a fait. Bon, je vais le refaire, le Dow Jones. Donc le Dow Jones, encore une fois, le support, c'est un moyenne mobile à 200 jours, autour des 24 000 points. Voilà, on est à 23 000 et quelques, 23 180. Ça peut se payer, mais déjà les 24 000, ça me semble déjà intéressant. Voilà, donc 24 000, direction, moyenne mobile à 20 jours. Et pourquoi pas les 24 198. Mais quitte à se positionner sur les indices, honnêtement, c'est préférable de se positionner sur les indices européens plutôt qu'américains. Au vu des tensions commerciales, et si vous regardez les RSI, regardez RSI S&P 500, RSI Dow Jones, et on regarde RSI Eurostock 50, Eurostox, CAC ou DAX, ouais, qui sont beaucoup plus bullish. Donc voilà, autant se positionner dans le sens de la tendance. Voilà, merci à vous pour votre attention. Excellente journée, à tout à l'heure pour ce que je retrouve dans le webinaire Bitcoin, et sinon à demain pour le prochain point de marché complet.